Allez, c'est reparti. On se remet au boulot, ça y est. Après cette longue pause, qui n'était pas vraiment une pause, hein. C'était pas des vacances. C'est juste que mon humeur faisait n'importe quoi. Et donc du coup, c'était très fatigant. Et à chaque fois que je vais pas bien, ça met le bazar dans ma vie, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre. Et donc à chaque fois que ça va mieux, il faut que je remette tout en ordre et que je nettoie tout. Et du coup, après, j'ai pas le temps pour faire des vidéos et pour travailler. Mais bon, là, la pause est finie, allez. On y croit, on y va, on se remet au travail. Et on retourne une vidéo. Faut se remettre dans le bain après tout ce mois. À chaque fois, je perds un petit peu l'habitude de tourner des vidéos quand il y a des longues pauses comme ça. C'est chiant. Mais bon, il faut se réjouir de voir que je m'y remets. Oui, Prune, toi aussi t'es contente. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un bobine de film pour te parler du film Les Animaux Fantastiques. Le premier, je l'ai en DVD. Enfin, c'est celui de ma sœur, je vais piquer. Alors oui, je sais, ce film est sorti il y a très longtemps, en 2016. Mais comme j'avais déjà dit, je le redis, c'est pas grave de parler d'un film qui est sorti il y a longtemps. En fait, on s'en fiche du jour, il n'y a pas de date de péremption du film. Donc j'ai envie de t'en parler, donc je t'en parle et puis voilà. Donc déjà, quand j'ai vu ce film, j'étais super heureuse de me replonger dans l'univers d'Harry Potter. C'était trop bien parce que quand Harry Potter ça s'est fini, c'était triste. J'ai cru que plus jamais il y aurait de suite. Et en fait non, J.K. Rowling elle a fait des suites et c'est trop bien je trouve. Alors il y en a qui disent que c'est pour l'argent mais je m'en fous parce que je suis beaucoup trop contente. Et en plus c'est bien fait donc tant mieux. Tu vois c'est pas comme le Hobbit, haha. Et en plus, c'était avec Eddie Redmayne. Du coup, j'étais encore plus contente parce que j'adore cet acteur, je te l'ai déjà dit. Quand j'ai vu les films, je me suis dit Eddie Redmayne, c'est vraiment parfait pour l'univers d'Harry Potter. Et la question était, est-ce qu'on allait retrouver l'univers d'Harry Potter? Eh ben oui, moi je trouve qu'on retrouve super bien l'univers d'Harry Potter et c'est tellement grisant. Je trouve vraiment qu'on retrouve la magie et la féerie. Et on retrouve aussi pour moi la fantaisie qu'il y a dans les premier Harry Potter, on a perdu sur tous les derniers, mais en version adulte. Il y a des gags, il y a des moments drôles et légers. Et en même temps, on a quand même le côté sombre et sérieux qu'il y a dans les derniers, avec l'affaire des enfants de Salem par exemple, et avec Grindelwald. Et en fait, il y a vraiment un mélange des deux. Ça rend vraiment le film très riche, du fait aussi qu'il y a plein d'histoires en même temps. Du coup, heureusement, il n'y a pas cette ambiance très lourde et très pesante, très anxiogène qu'il y a dans les derniers films Harry Potter. On a quitté un peu ça, et ça fait du bien. C'est comme si on reprenait un peu notre souffle. Même si évidemment il y a toujours des choses très sombres dans le film et assez dures, mais comme c'est contrebalancé avec des moments où c'est joyeux et puis il y a des histoires d'amour et donc tu vois ça équilibre le tout. Et je trouve qu'il y a aussi une ambiance très onirique et très fantasmagorique dans le film qui est d'ailleurs renforcée par l'esthétique et tous les effets spéciaux de la magie. Je pense notamment quand on voit l'intérieur de la valise de Newt, c'est vraiment magnifique. Ça donne un petit côté fantasy au film. Puis le look de Newt, il est à tomber aussi, c'est trop beau. Alors c'est vrai que le scénario, il est très dense du coup. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fois. Parfois ça va très vite. Heureusement le film, il prend quand même son temps à certains moments, donc on respire un petit peu. Mais c'est vrai qu'au premier visionnage, c'est dur de tout digérer, de tout comprendre, et qu'il y a beaucoup de choses à capter. Donc je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois. Et puis personnellement, moi, plus je le revois et plus je l'aime. Je trouve que c'est vraiment bien que ce soit des adultes aussi, les personnages principaux du film. Déjà ça change, et puis en plus on les voit beaucoup faire de la magie du coup, puisque c'est des sorciers avancés, c'est plus des petits ados qui savent juste faire Expelliarmus, on voit beaucoup plus de magie, donc c'est cool. Et on voit aussi des combats de magie, des duels, et ça c'est bien, j'aime bien. Ça aurait été bien qu'il y en ait encore plus. Par exemple le duel à la fin entre Newt et Grave, il est superbe à voir. Après moi je trouve que le scénario il est quand même très bien écrit. Je pense que c'est du fait que c'est J.K. Rowling qui l'a écrit, même si J.K. Rowling elle est pas scénariste de base, mais elle a fait un bon boulot. Et puis comme c'est elle qui l'a écrit, du coup ça rend le film beaucoup plus complet et fidèle à l'autrice, comme c'est pas une adaptation d'un roman. Et on voit du coup qu'elle a voulu mettre plein de messages dans son film. Elle a coutume de le faire. Dans Harry Potter aussi il y a plein de messages qu'elle a mis dans les livres, mais qui sont pas tous passés dans les films évidemment. Et je pense que justement elle devait être un peu frustrée que tous ces messages qu'elle a mis dans Harry Potter, ils puissent pas tous être
mis dans les films. Par exemple, le combat d'Hermione pour libérer les elfes de maison. Je sais pas si elle a eu beaucoup de pouvoir là-dessus quand ils ont fait les films. D'ailleurs, qu'il l'ait pas mis dans le film, c'est un peu bizarre. On dirait que c'est un peu le reflet du racisme de notre société. Par exemple, moi personnellement, j'aurais beaucoup aimé qu'on voit l'histoire de Tom Jedusor. J'adore trop l'histoire de son enfance. Je la trouve super intéressante et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Ils auraient pu le mettre dans la première partie du dernier film. Peut-être que J.K. Rowling compte en parler dans les Animaux Fantastiques, justement. Mais du coup, oui, on voit que dans les Animaux Fantastiques, elle a voulu mettre plein de choses qui lui tenaient sûrement à cœur, plein de messages. Je vais revenir là-dessus. Plein d'histoires en même temps. Un peu comme dans un livre, quoi. En tout cas, ça se voit qu'elle s'est fait plaisir. C'est super que le film il se déroule dans les années 20. Déjà parce que j'adore cette époque, je la trouve super belle. Mais aussi parce que ça donne une très belle esthétique au film. De toute façon, l'esthétique du film en général est vraiment merveilleuse. Et puis surtout, ça permet d'explorer une autre époque pour le monde de la magie. Je trouve que ça rajoute une nouvelle dimension à l'univers. Ça l'agrandit. Ça permet à l'histoire de s'étoffer de plus en plus. On découvre aussi un autre lieu, puisque l'histoire se déroule aux États-Unis. Ça permet vraiment de dilater l'univers en fait, parce que selon moi 7 films toujours au même endroit en Grande-Bretagne, bah ça étrique l'univers, ça le rend de moins en moins crédible en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'on voit le monde de la magie se passer dans une autre époque et à un autre endroit, et ben ça consolide de sa crédibilité, je trouve. Ça permet de le rendre plus réel. Surtout que l'histoire elle se déroule vraiment à la frontière du monde des sorciers et du monde des moldus. Le fait que le film il se passe dans les années 20, par contre ça crée moins une coupure entre le monde des moldus et le monde des sorciers, forcément. Dans Harry Potter, il y a un fort contraste entre le monde des moldus et le monde de la magie. Le monde des moldus, c'est vraiment le monde moderne, le monde qui se passe à notre époque, avec toute son esthétique moderne et sa technologie. On voit au niveau des vêtements, tout ça. Et le monde des sorciers, c'est complètement autre chose. Ça nous plonge vraiment dans une esthétique du 19e siècle, avec toutes les technologies du 19e siècle, la locomotive, il n'y a pas tout ce confort moderne, parce que tout le confort moderne, la technologie moderne, il est remplacé par la magie en fait dans Harry Potter. Et donc même au niveau de l'esthétique, ça fait vraiment esthétique 19e siècle, tout le monde porte des costumes avec les robes de sorciers, etc. Enfin, ça se passe dans des châteaux. Et donc du coup, voilà, il y a vraiment un fort contraste entre les deux mondes qui crée vraiment une rupture entre les deux. Et du coup, ça donne par ailleurs beaucoup plus d'intensité au monde des sorciers. Alors que là, dans les Animaux Fantastiques, comme ça se passe dans les années 20, bah les deux mondes, surtout au niveau de l'esthétique et au niveau des technologies, sont beaucoup plus proches. Ça crée beaucoup moins de rupture entre les deux. Parce que du coup, que ce soit les moldus et les magiciens, bah, ils sont tous en costume, bien habillés, etc. Il n'y a pas toutes les technologies modernes de notre époque, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un contraste entre les deux mondes, mais pour moi, là, dans les Animaux Fantastiques, c'est pas du tout un mauvais choix, en fait, d'avoir fait ça, et ça sert, en fait, au scénario, parce que du coup, ça rend la frontière entre les deux mondes beaucoup plus floue, et du coup, ça coïncide parfaitement avec ce que je disais, que l'histoire se déroule à la frontière des deux mondes. Par exemple, t'as les moldus méchantes, la connasse de Salem, qui chasse les sorciers, donc elle est au courant que les sorciers existent. On évoque l'histoire de la chasse aux sorciers et aux sorcières. On parle de l'époque où, justement, les sorciers ne vivaient pas cachés du monde des moldus. Il y a Newt qui libère ses animaux magiques en plein New York. Et surtout, il y a un moldu en personne qui rentre en contact avec plusieurs sorciers, qui se rend compte que le monde des sorciers existe et qui finit finalement dans le groupe, qui devient l'un des leurs. Et enfin, il y a Grindelwald qui veut absolument que les sorciers arrêtent de se cacher. Et donc voilà, le visuel qu'on peut voir dans le film correspond avec l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Je suis plus très lumineuse. Alors, je vais en venir à un de mes points favoris du film, qui m'a fait vraiment tomber amoureuse. Et c'est la raison pourquoi j'avais vraiment envie de t'en parler de ce film. En fait, c'est la métaphore des enfants qui deviennent des obscurus, si on les empêche ou qui se retiennent d'exprimer leur magie. Et moi je pense que c'est vraiment un message qu'a voulu faire passer J.K. Rowling. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être que tu l'as remarqué toi aussi, n'empêche. Pour moi c'est d'abord une métaphore par rapport aux émotions. On va dire que tu vois, la magie ça représente un peu les émotions. Et donc du coup, si on empêche un enfant d'exprimer ses émotions, s'il les refoule à l'intérieur de lui, que ce soit des émotions négatives comme positives, tu vois, tout bêtement, hein, qu'on lui empêche d'exprimer sa tristesse, donc on lui
lui dit arrête de pleurer, c'est pas grave, ce genre de truc machin. Ou même la joie, on lui dit non mais arrête de t'amuser, t'es trop bruyant, machin, ce genre de truc. On lui apprend à refouler en fait ses émotions. Ou après ce qui va ressortir en général, ça va être de la violence. Et donc on peut dire que si c'est vraiment très extrême, tu vois, bah l'enfant il va devenir un monstre à la fin parce que il va y avoir toute cette violence et cette agressivité qui va ressortir parce que en général les émotions refoulées ça ressort par de la colère et surtout quand il y a des blessures avec évidemment. Mais pour moi c'est pas uniquement une métaphore des émotions parce que pour moi évidemment et je pense que je suis pas la seule à voir ça et à l'interpréter comme ça, bah le monde des sorciers ça représente un peu le monde des personnes différentes, des minorités qui fonctionnent autrement que les moldus tu vois, que les neurotypiques. Donc pour moi les sorciers ça, on pourrait dire que ça représente les neuroatypiques qui vivent dans un autre monde, qui voient les choses différemment, toutes les personnes hypersensibles, autistes, etc., etc., ou les déviants quoi. Et du coup la métaphore elle est là, ça correspond bien puisque les sorciers à l'époque où ils ne vivaient pas cachés, bah ils se faisaient persécuter par les moldus. Et on peut dire aussi que tous les neuroatypiques ils se font persécuter à cause du validisme, de la psychophobie, du fait que la société ne s'adapte pas à eux. Et même pire aussi qu'on les dévalorise. Aussi l'hypersensibilité, la magie. Et l'hypersensibilité c'est un don et avec on peut faire des choses extraordinaires si on l'accepte chez les enfants, tu vois. Si on la laisse s'exprimer et qu'on lui apprend aussi à la maîtriser et si on l'empêche d'exprimer sa sensibilité, si on lui apprend pas à la maîtriser, à la gérer, qu'on lui dit que c'est quelque chose de mauvais, ça résonne bien avec notre société, tu vois. Et bien en grandissant, cet enfant, il va avoir une très très grande souffrance à cause de ça, qui va lui générer toutes sortes de troubles, des troubles bipolaires, des troubles anxieux, des phobies sociales, des crises d'angoisse, etc. Et c'est une personne qui va bien souvent s'autodétruire et blesser d'autres personnes sans le vouloir dans cette autodestruction. Et du coup les monstres que deviennent ces enfants dans le film, bah je trouve ça représente totalement ça pour moi. Les Obscurus pour moi c'est ça et je trouve c'est très bien fait. Après c'est assez évident moi je trouve, je sais pas si certains ne l'ont pas vu. De plus on peut voir aussi dans la magie l'hypersensibilité mais aussi tout ce que génère l'hypersensibilité, genre toutes les passions, les intérêts spécifiques vers lesquels les enfants vont se diriger, que ce soit la musique, la danse, l'art, le cinéma, la science, les maths et que sais-je encore. Et pareil, si un enfant on lui permet pas de se diriger vers ses passions, vers ce qu'il aime profondément, et bien c'est un enfant qui va vraiment souffrir et qui ne va pas s'épanouir. Donc pour moi c'est vraiment ça le message qu'elle a voulu faire passer dans ce film J.K. Rowling et du coup j'étais super contente qu'elle fasse passer ce message. Et je trouve ça se représente très très bien dans le film car les enfants qui ont un obscurus ils s'autodétruisent, ils en meurent et Croyance on voit bien ils s'attaquent aux personnes qui lui font du mal. Et je trouve que c'est vraiment très très bien fait, cet obscurus comme ça qui dévaste tout sur son passage et ça fait une masse noire comme ça énorme avec du feu dedans. D'ailleurs comment c'est fait cette masse noire là qui est un peu filandreuse, tu sais, comme si c'était un peu liquide, ça me fait penser un peu à l'esthétique des monstres dans Alice Madness Return, qui est un jeu vidéo qui est trop bien. Et ça représente parfaitement la souffrance mentale que toi en toi et qui te dévore, tu sais. Et évidemment quand j'ai vu ça m'a beaucoup touchée. D'ailleurs j'avais compris dès le début je crois à peu près du film qu'il s'agissait de Croyance l'Obscurus parce qu'on voit que le film il essaie de nous faire croire que c'est la petite fille ou il essaie de nous faire douter. Je pense que j'avais compris assez directement que c'était Croyance parce que quand tu vois à quel point il souffre et à quel point il joue extrêmement bien d'ailleurs l'adolescent qui joue Croyance parce que c'est super bien fait, tu vois à quel point il est en souffrance et à quel point il va pas bien donc tu dis c'est sûr que c'est lui. Alors que la petite fille elle est beaucoup plus neutre et comme si elle était vidée de son âme, tu sais. Après je sais pas si c'est un manque, si c'est fait exprès ou si c'est le jeu qui est pas bien, tu sais. Et d'ailleurs pour appuyer tout ça, Croyance à la fois il souffre du fait de pas pouvoir exprimer sa magie, qu'on lui empêche et qu'on lui dise que c'est mal en fait, et en plus de ça il est maltraité physiquement et mentalement par sa mère adoptive là. Et donc
Enfin, elle met les deux en lumière, tu vois. Elle met ça, le côté figuratif et le côté réel où il est vraiment maltraité physiquement et mentalement, ce qui permet de faire le pont entre les deux, je pense. J.K. Rowling, elle essaie toujours de faire passer plein de messages dans ses histoires. Donc là, il y a pour moi le message qui est fait passer avec les Obscurious. Et puis il y a aussi avec les animaux de Newt, évidemment, qui s'efforce de sauver, de soigner. Et surtout, il veut militer pour leur protection. Donc je trouve ça vraiment bien fait aussi, ça. En plus, Newt, c'est vraiment un personnage adorable, hyper attachant, qui représente vraiment le mec hyper sensible, vraiment plein d'empathie et de compassion. Et donc c'est pour ça qu'il a plein d'animaux, parce que bah il les considère comme ce qu'ils sont, des êtres vivants. Et je trouve ça vraiment bien. En plus, c'est bien d'avoir pris un homme pour en faire un personnage aussi empathique et aussi sensible, parce que du coup il est très très loin des clichés des hommes forts, costauds et insensibles. Lui, c'est tout le contraire, du genre il est trop mignon, avec sa tête un peu baissée comme ça, et son côté autiste et tout, c'est trop chou. Enfin, évidemment, tu ne peux que l'aimer, ce personnage. Enfin, et puis en plus, comment il est habillé, c'est trop beau. Je suis trop amoureuse de lui. Puis on voit aussi que J.K. Rowling, encore une fois, elle adresse quelques petites pics au gouvernement. Le film lui-même fait passer ces petits pics, et aussi à travers le personnage de Newt, qui méprise un peu les aurores et qui est contre les méthodes du gouvernement, qu'il s'agit de tuer les choses qu'ils ne connaissent pas et qui sont des dangers, au lieu de faire comme ce que fait Newt et Tina, c'est-à-dire faire les choses intelligemment, quoi, du genre à la fin quand il parle à Croyance pour essayer de le calmer et tout, on voit bien qu'il écoute, et que plus tu lui parles gentiment, avec bienveillance, etc., bah plus il se calme lui aussi, donc ça marche. Mais le gouvernement, il s'en fout. Un point négatif en revanche que j'ai envie de faire au film, c'est que les effets spéciaux des animaux fantastiques sont pas très maîtrisés, je trouve, par rapport à ceux qu'on peut voir dans Harry Potter. Je prends par exemple le dragon qu'on voit dans le dernier film, il fait vraiment réel. Même l'hippogriffe aussi, il est super bien fait, je trouve. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas entièrement faits en images de synthèse. Là, j'ai l'impression que dans les animaux fantastiques, ils sont entièrement faits en images de synthèse, et du coup ça leur donne un côté faux, un côté plastique qui est, tu sais, trop parfait, trop lisse. C'est un petit peu gênant, ça te fait un petit peu sortir du film, surtout quand il les caresse et tout. On a l'impression qu'il caresse rien, c'est bizarre, je trouve, un petit peu l'impression. Après c'est pas non plus horrible, hein. Ça va quand même, ils sont quand même très très bien faits, ils sont très beaux, mais bon, c'est un petit peu dommage parce que le film s'appelle quand même Les Animaux Fantastiques, et c'est assez extraordinaire de voir tous ces animaux comme ça. Mais bon, comme il y en a beaucoup, peut-être que ça coûtait trop cher. C'est pareil aussi pour les gobelins, les elfes de maison. Ils font aussi un peu plastique comme les animaux non humains. Alors que dans Harry Potter, ils sont nettement plus crédibles, moi je trouve. Par exemple, le gobelin là qu'on voit dans le bar, tu vois, il a une très forte personnalité, ce personnage, mais comme il fait pas très vrai, bah du coup c'est un peu bizarre. Enfin, mais bon, ça n'empêche pas d'apprécier le film. Alors encore un petit reproche que j'ai à faire au film, c'est que le scénario il est parfois un peu alambiqué pour justifier les aventures rocambolesques qui leur arrivent. Par exemple, on peut se demander pourquoi est-ce que Newt ne ferme pas mieux sa valise. Ça m'énervait. Surtout qu'à la fin il le fait avec des ficelles, et tu te dis mais y a pas un sort qui peut te permettre de mieux fermer ta valise. Aussi pareil, pourquoi est-ce qu'il rentrent tous les deux, Newt et Jacob, dans la valise, sous un pont, dans Central Park, en laissant la valise sans surveillance comme ça? Enfin, pourquoi est-ce que Grave est tout seul pour décider de leur peine à Tina et Newt, tu vois, ce genre de truc? Bon, après, ça peut pas être parfait, un scénario, ça peut pas être complètement cohérent, et puis les aventures qu'ils vivent, bah, c'est divertissant. Ça reste un film qui est grand public, et donc forcément, il faut des péripéties de ce genre, tu vois, pour amuser les enfants. Et en même temps, c'est pas grave, parce que comme il y a plusieurs niveaux de lecture dans le film, bah du coup ça parle aux adultes et ça amuse aussi les grands enfants. Moi ça m'a très bien divertie. Il y a un truc aussi qui me fait trop tiquer dans le film, c'est le moment où ils ouvrent la porte du bureau de Grave en rentrant dedans. Genre Queenie, elle essaye des sorts et tout pour ouvrir la serrure, et t'as Jacob qui fonce dedans et défonce la porte. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout qu'ils ont des sorts de protection et tout. Enfin, je sais pas.
Quelque chose que j'aime beaucoup par contre, c'est que je le trouve beaucoup moins manichéen que Harry Potter. Déjà par rapport à la méchante, là, la Moldue qui maltraite Croyance et les autres enfants sorciers. C'est un peu comme dans le 5e film d'Harry Potter avec Dolores Sombrage, où c'est moins manichéen, c'est plus Voldemort, le méchant, tout ce qu'il y a de plus méchant et tout. Non, c'est un méchant plus subtil, on va dire. Là, c'est un peu pareil avec cette femme, même s'il est horrible. Et par rapport à Grindelwald aussi, c'est plus le seigneur des ténèbres qui vit dans un château avec aucune lumière, qui a un serpent et enfin, tu vois le genre où c'est pas du tout subtil, alors que là bon c'est vrai qu'il a l'air un peu fou, entre guillemets fou, mais il fait un peu moins méchant, il a les cheveux blancs donc il est très lumineux et puis il se bat aussi pour sa cause aussi, qui est sa vision des choses. Bon, il veut une guerre certes, donc ce qui ne fait pas de lui un personnage très très gentil. Il est contre la loi qui oblige les sorciers à se cacher des humains et donc pour se débarrasser de cette loi, il veut faire une guerre parce qu'il pense que c'est avec la violence, etc., qu'il parviendra à ses fins. Mais pour l'instant, c'est un combat idéologique, tu vois. C'est pas trop du racisme ou du comme pour Voldemort. Juste Voldemort, il veut juste buter des gens, tu vois. Je ne sais pas si je suis claire. Après, c'est à voir comment ça se développe dans les autres films parce que ça peut être juste aussi une excuse pour juste être méchant et genre, tu vois, manipuler la masse. Et c'est moins manichéen aussi dans le sens où il y a beaucoup de critiques du gouvernement. Donc du coup, tu vois, t'as aussi le côté où le gouvernement, il est critiquable aussi, tu vois. Tous les acteurs, ils sont super, évidemment. Ils jouent tous trop bien. J'ai déjà dit, mais Eddie Redmayne, il est trop bien dans son rôle de Newt, ça lui va trop bien, il joue trop bien, etc. Le personnage de Tina, il m'énerve un peu au début, parce que elle est vraiment à la botte du ministère, tu sais. On sent que c'est fait exprès pour son personnage. Et elle veut à tout prix arrêter Newt pour retrouver son poste d'Aurore, en plus. Mais bon, après, une fois qu'ils se font arrêter et on lui confisque sa valise, etc., elle se rend bien compte de son erreur. Il y a tous ces animaux dedans et elle lui demande pardon, heureusement. Et du coup, grâce à ça, on sent qu'elle évolue par rapport au gouvernement et tout ça. On sent qu'elle se remet en question. Même si à la fin, tout rentre dans l'ordre puisque Newt y rend service au ministère. Donc du coup, on le laisse tranquille. Et puis Tina, elle retrouve son poste. Mais espérons qu'elle soit plus ouverte d'esprit, plus souple, moins en mode lobotomisée par gouvernement, tu vois ce que je veux dire. Ah, j'adore le personnage de Jacob, il est vraiment très très drôle. C'est vraiment bien qu'elle ait mis un personnage comme ça parce que justement ça apporte de la légèreté. J'adore vraiment l'acteur, il est génial. Et j'adore comme il joue son personnage, c'est vraiment inhabituel. Et puis il est très très attachant aussi. Du coup oui, Tina à la fin elle est très très attachante aussi, hein. Même si au début elle m'énerve, après je l'aime beaucoup. D'autant plus que elle a un petit côté Amélie Poulain et même son visage me fait penser à celui de Solange te parle. Et puis elle sort un petit peu aussi des canons de beauté, enfin des physiques un peu qu'on a tout le temps l'habitude de voir, surtout au niveau du visage, je trouve. Donc ça fait du bien. Elle est toute gentille, elle est bienveillante. On voit bien qu'elle est contre vraiment aussi quand même le gouvernement par rapport à Croyance. Elle veut l'aider vraiment, non pas le tuer comme sa présidente voudrait le faire et les autres qui obéissent sans réfléchir. Queenie, elle est très attachante aussi, elle est très mignonne. Pour le coup, vraiment, elle a vraiment le physique des canons de beauté. C'est aussi une femme très apprêtée, voilà, très féminine entre guillemets, mais son personnage il est plus complexe que ça, il s'arrête pas là, tu vois. Donc c'est bien aussi de mettre des personnages comme ça, qui ont un physique comme ça, mais on voit qu'il ne sert pas uniquement d'objet, quoi, enfin de... Et c'est chouette aussi ce qu'elle a fait parce que, comme je disais, Queenie elle est très féminine, blonde, très apprêtée, etc. Et elle tombe amoureuse d'un homme qui a un physique très rond, un peu gros, plus petit qu'elle. Enfin déjà ça fait du bien de voir des personnages masculins qui sortent des canons aussi de beauté, qui soient mis en valeur comme ça, et en plus qui sort avec une femme qui correspond au canon de beauté. Enfin voilà, ça sort des clichés quoi, du mec grand, physique, musclé, etc. Et en plus il est vraiment tout gentil et tout mignon ce personnage, enfin vraiment il est super attachant Jacob. Il a pas l'air non plus d'avoir trop de complexes, il a plutôt de l'assurance Jacob, du coup c'est bien aussi ça. C'est plutôt Newt qui manque d'assurance et qui a du mal socialement. Et pour finir,
je te dirais que la musique aussi est très très belle, elle est très bien faite. Le thème du début est splendide en fait, c'est ouf ce qu'ils ont fait je trouve, du genre on entend le thème d'Harry Potter et puis d'un coup pam ça part sur autre chose qui est très pointu, très aigu et tu te sens direct en fait que ok d'accord c'est Harry Potter mais ça va être différent, ça va pas être la même soupe qu'on va te refiler, non c'est vraiment on part sur autre chose, trop bien. Ça va être épique. Il y en a une musique aussi qui me fait énormément penser à la musique d'Edouard en main d'argent, c'est celle avec les voix, c'est ouf du genre c'est presque les mêmes notes j'ai l'impression, mais bon ça diffère un petit peu et du coup forcément avec cette musique ça apporte beaucoup de féerie et de magie, pas au sens sorcellerie mais au sens magie, poésie tu vois. Puis il y a l'image aussi qui est très très belle, il a été filmé en anamorphique, du coup ça donne vraiment une très belle image. Les filtres qu'ils ont donnés aussi à l'image donnent un côté vintage, une image un peu vieillie mais pas trop tu vois, ça reste subtil, c'est un peu décoloré, un peu grisâtre, ça rend très bien, un peu bleuté aussi. Et puis il y a des belles mises en scène aussi, il y a de beaux plans, il y a de jolis moments d'émotion, enfin c'est vraiment bien écrit je trouve. Ça me plonge pas non plus dans le cliché ou dans le pathos je trouve, les moments d'émotion sont bien maîtrisés, enfin voilà. Donc voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire concernant ce film. Je ferai une vidéo pour parler du 2. Spoiler, j'ai adoré aussi le 2. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, mais enfin bon, moi je l'ai adoré. Et j'attends le 3 avec tellement d'impatience et je suis tellement triste parce qu'ils l'ont décalé. Oh non. Mais bon, il va falloir être très patiente. Trop hâte de savoir la suite. Donc voilà, c'est fini cette vidéo. J'espère que je vais continuer à bien travailler, que ça y est, ma pause là chiante est finie et que je vais pouvoir me remettre un petit peu au travail et être présente sur cette chaîne parce que j'adore faire ça. Et ici, tu peux aller voir mon premier bobine de film que j'ai fait, c'était sur Captain Fantastic, un film qui m'a ému aux larmes. Et là, c'est le deuxième bobine de film que j'ai fait, c'est sur Les Indestructibles 2. Un chouette film qui m'a beaucoup diverti et qui m'a fait du bien. Voilà, bye bye.